Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Adrien. Bonjour Bonjour Adrien, donc, qui est directeur général de Forêt Investissement, c'est bien ça? C'est ça. Et qui nous fait le plaisir de venir à Angers. C'est un plaisir pour moi, partager. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est la forêt et surtout quelle entreprise tu as montée ces dernières années? En fait, on a un cabinet de conseil en investissement forestier qui est basé à Clermont-Ferrand, la centre de la France. Ça nous permet d'évoluer sur tout le territoire français, mais on est aussi sur le territoire ibérique, Portugal et Espagne, où on conseille des investisseurs à investir dans la fameuse valeur refuge forestière. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est une société qui a à peu près quel âge? 10 ans. 10 ans, c'est mon associé qui l'a monté en 2009. Ok. Je l'ai rejoint tout de suite après. Ouais. Et puis, on a cette, je le dis souvent, mais on a cette chance en fait d'avoir commencé au moment de la crise. Oui, 2009, c'était quand même pas le meilleur moment pour commencer une entreprise quand même. C'est pas du tout le meilleur moment. On a commencé ça comme un produit qu'on vendait, très clairement. Et puis en fait, le téléphone n'a pas arrêté de sonner parce que les gens souhaitaient sortir de la bourse, de la finance, de certains placements qu'ils avaient pu faire. Et en fait, on s'est retrouvé avec tout un tas d'appels et on a compris que la forêt était une valeur refuge et finalement n'était pas un bien immobilier comme les autres, mais réellement une valeur d'investissement. Oui, parce que 2009, quelque part, on était quasiment au plus bas de la bourse. On voit qu'il y a eu une grosse panique sur les marchés. Et on a vu à ce moment-là, effectivement, l'or commençait à grimper fortement. Les forêts commençaient à devenir attractives pour tout un tas de gens qui, en 2000, se sont dit « les forêts, c'est pas pour moi ». Donc finalement, c'était un bon début. C'est parti… C'était un bon début. En plus, l'Internet a fait que ça a démocratisé l'achat de forêt parce que on était quand même c'est un marché très confidentiel. Oui, c'est un marché très confidentiel. Et puis en 2009, on commence à avoir les professions libérales qui nous appellent. C'est elles qui ont un petit peu le plus peur en premier, si je peux dire ça comme ça. Oui. Et puis derrière, les chefs d'entreprise, etc., etc. Et voilà, on a essayé de s'adapter à cette demande. À la demande. Alors moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, que ce soit tous les actifs tangibles. Donc la forêt fait partie, je dirais, de la base un petit peu de tous ces actifs tangibles. Comment on fait aujourd'hui si on veut investir dans une forêt? Est-ce que c'est accessible par tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir 1 million d'euros ou plus? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, il faut déjà avoir le temps. D'accord. Parce que la problématique de l'investissement forestier, là je parle de la France, c'est qu'en fait, alors pour expliquer les chiffres, c'est 73% de forêt privée. Ce que les gens ne savent pas forcément. Ils pensent que la forêt est publique en général. Donc 73% de la forêt est privée. On est le 3e pays forestier d'Europe. 3e ou 4e selon l'Espagne et les plantations d'olives, peu importe. Ouais. Mais sur ces 73%, 80% font 2,5 hectares de moyenne. D'accord, donc c'est un très petit. Très morcelé. Ça veut dire qu'en fait, nous, on va travailler sur des forêts qui font plus de 5 hectares et plus. D'accord. Ça veut dire qu'il ne nous reste pas finalement beaucoup de forêts. Oui. Alors, je vais donner juste 2 chiffres sur des grandes superficies, mais ça va crescendo. Des forêts de plus de 100 hectares en 2018, s'en est vendu 70. Oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et des forêts entre 50 et 100 hectares, il s'en est vendu 120 de mémoire. C'est des chiffres qu'on trouve sur le net, ça. Oui. Indicateur des forêts, on trouve ça facilement. Non pas parce qu'il n'y a eu que ça comme acheteur. Il n'y a eu que ça comme vendeur. En fait, c'est un marché qui est très déséquilibré. Il y a peu de vendeurs, beaucoup d'acheteurs. Exactement. Et tu me disais il y a quelques jours que en fait, les institutionnels sont de retour depuis quelques années. Oui. Les assureurs, et ils sont en train d'acheter un maximum de forêts. Le problème, c'est que le marché n'est pas assez profond, il n'y a pas assez de forêts disponibles, c'est ça? En fait, un autre chiffre, c'est que une forêt, un bien immobilier, tu me contrediras si c'est faux, on le garde 7 ans en moyenne. C'est ça. Ouais. La forêt, c'est 80. 80 ans, ok. D'accord. Donc tu vois que pour qu'une forêt revienne devant toi sur le marché… Statistiquement, il y a moins de chances, effectivement. Moins de chances. Ouais. Alors aujourd'hui, vu que ça s'est démocratisé un tout petit peu, on arrive à revoir quelques forêts. On y arrive. Mais c'est donc très peu d'offres. Et effectivement, en fait,
les institutionnels reviennent sur le marché. Ils ne l'ont jamais réellement quitté, mais ils arrivent de plus en plus. Déjà pour la simple et bonne raison que c'est une valeur tangible pour eux. C'est une manière pour, par exemple, les assureurs de pouvoir sécuriser une partie des avoirs. Exactement, tout à fait. Et effectivement, plus tu as des acteurs qui arrivent sur le marché, mais tu parlais des institutionnels, mais des particuliers aussi. C'est pareil. C'est pareil, ils arrivent sur le marché. Nous, on a des appels, mais on ne sait pas forcément, franchement, fournir des forêts. C'est ça. Donc en fait, tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, si je veux acheter une forêt, ça va être compliqué, tu vas avoir des difficultés à m'en trouver une. Il faut être patient déjà. Ouais. Il ne faut pas s'arrêter à une forêt à 30 minutes de chez soi, sinon on ne l'achètera jamais. Mais en fait, il faut comprendre qu'une forêt, c'est pas comme l'immobilier. Oui. On n'a pas besoin d'y être tous les jours ou tous les mois, d'accord ? Les arbres poussent sans nous. Exactement, exactement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est très intéressant, c'est que, en fait, c'est un monde qui est quand même, on est dans le rural, mais c'est très bien organisé. Tu as un plan de gestion durable qui te permet de connaître ta forêt quand la forêt fait plus de 25 hectares, d'accord ? Qui te permet de regarder l'antériorité de la forêt, mais exactement aussi le programme des coupes et des travaux. C'est-à-dire que tu as une vraie lecture de ta forêt. Et en fait, derrière, tu mets un homme de l'art qui va s'occuper de ça. Je dis souvent, c'est pas parce que vous n'êtes pas mécano que vous avez pas acheté de voiture. Oui. On achète une voiture et puis on va chez son concessionnaire la faire réparer. La forêt, c'est pareil en fait. D'accord ? C'est vrai que c'est très technique. C'est un métier qui demande beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. On en a discuté déjà. En fait, souvent de fois, pour l'investisseur, c'est un peu sombre. On se dit, j'ai eu beaucoup d'appels ou de clients qui me disaient oui, mais la forêt, mais c'est pas rentable. Et en fait, en discutant avec toi, c'est vrai qu'on se rend compte qu'une forêt, ça peut être très rentable, même parfois plus rentable que l'immobilier, par le simple fait qu'on peut la louer. On peut louer la chasse, on parlait tout à l'heure aussi de la pêche, on peut mettre un petit chalet et éventuellement le louer, et on peut aussi, si on a du bois d'œuvre ou du bois de chauffage, les tarifs ne sont pas les mêmes, mais du coup on a une vraie gestion qui est passionnante quelque part. On a une vraie gestion passionnante. Ce qui est intéressant aussi en forêt, quand on investit en forêt, c'est que on maîtrise nos récoltes. D'accord ? Il faut bien comprendre qu'une forêt, il y a un plan de gestion qui est agréé par l'État. La DDT qui dit, voilà, nous sommes d'accord avec le travail que vous allez faire. On ne fait pas ce qu'on veut en forêt. D'accord ? Déjà, ça, c'est très important de le savoir. Mais ce plan de gestion, il est intéressant parce qu'on a une vraie lisibilité. Et on est capable d'avancer ou de reculer nos récoltes de 4 ans. On a une certaine flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, si je résume quelque part, quand tu as une récolte de blé, tu es obligé de faucher les blés immédiatement. Si tu te retrouves à vendre ton blé en même temps que tout le monde et que les récoltes sont bonnes, le blé s'effondre. Alors que pour la forêt, quelque part, tu peux attendre un petit peu. Exactement, tu as tout résumé. On attend que les bois grossissent, on attend que le cours revienne. Et c'est d'ailleurs une des dynamiques des sociétés de gestion, d'investissement, qui investissent dans la forêt justement pour sécuriser comme vraie valeur. Pour lisser un petit peu les performances et aussi lisser le capital, parce que là on a du tangible. Complètement. Et une des raisons moi qui m'intéresse dans la forêt, c'est que en fait c'est un stockage de capital, dans le sens où on sait très bien qu'aujourd'hui, les banques centrales déversent de l'argent, donc diluent cet argent-là. Donc on sait qu'on va le retrouver dans 10, 15 ans. Donc qu'est-ce que tu peux me dire, toi, de la manière dont tes clients voient les marchés financiers ou voient la finance en général ? Ça m'intéresse parce que je pense qu'on n'est pas sur le même type d'investisseur. Ah non, pas du tout, non. On a des clients, nous, qui ont de l'argent en bourse, d'accord, mais on est dans la vraie diversité d'investissement, en fait. On va diversifier son patrimoine. On se dit, il y a un moment donné, on peut jouer sur de la finance, sur la bourse. J'ai une certaine part que je mets, mais je sécurise quand même. Chez nous, on part du principe, parce qu'un investissement, pour connaître l'objectif d'un investisseur, il faut savoir quel est son besoin. Et son besoin, on essaye de le déterminer, on a essayé de l'écrire, et on le détermine par 5 valeurs d'investissement. La valeur refuge, parce que c'est une vraie valeur refuge, la forêt. Une valeur de patrimoine, parce que c'est une vraie valeur de patrimoine. 80 ans, elle se revend tous les... Donc elle reste vraiment dans le patrimoine. Une valeur de rentabilité.
qu'on ne trouve pas réellement en France. Oui, à cause du morcellement. Oui, du morcellement, et puis puis parce qu'on n'est pas sur une forêt où il y a des grosses rentabilités, mais on parle de 8, 7, 8%, avec des taux très intéressants. Oui. De la valeur de croissance, d'accord, où on va investir de l'argent, on ne veut pas forcément toucher de dividendes de la forêt. Oui, c'est sur une trentaine, une cinquantaine d'années. Exactement, selon les peuplements qu'on achète, et puis une valeur de loisir. Oui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Valeur de loisir, bien-être. Valeur de loisir, bien-être. On a parlé ensemble de cette forêt avec un étang. C'est ça. Le grand rêve de beaucoup de monde. C'est ça, exactement. Compris bien. Mais c'est ça une valeur de loisir aussi. Ouais. Ça vaut combien ça? Tout l'or du monde. C'est clair que quand on a une forêt avec un étang et qu'on se balade avec ses enfants dans sa forêt, c'est vrai que ça doit être assez c'est génial. Sympa. Ouais. Et on a le droit d'y pêcher, on a le droit d'y chasser, on a le droit d'aller cueillir des champignons, on a le droit juste d'aller s'y promener. Et c'est ça une valeur aussi de loisir. Voilà. Donc on essaye de déterminer ça. Oui. Et en fait, les gens qui viennent nous voir n'attendent pas forcément de rentabilité. Oui, c'est plus un stockage du capital. Oui. Et éventuellement, s'il y a de la rentabilité avec ce qu'on a dit, avec des droits de chasse, etc., c'est un bonus, quoi, quelque Exactement. part. Ouais. Après, les autres profils d'investisseurs qui vont chercher vraiment de la rentabilité, il y en a et il en faut dans les marchés, tu le sais bien. On va aller plus sur des produits. Nous, aujourd'hui, on essaye de regarder, ça fait déjà 2 ans, sur la péninsule ibérique, Portugal et Espagne. Pourquoi? Parce que tu as de l'arboriculture. Donc c'est un hybride entre l'agriculture et la forêt. C'est ça, c'est du plus court terme que la forêt, mais plus long terme que l'agriculture. Exactement, d'accord. Donc ça c'est très intéressant. Et puis parce que aussi sur la péninsule ibérique, à l'intérieur d'une même propriété, tu peux avoir plusieurs plantations, plusieurs cultures, et ça permet aussi de diversifier. Oui, d'avoir des revenus différents et qui vont vraiment lisser tout ça, quoi. Exactement. Donc voilà, on essaye en fait au sein de notre société, de notre cabinet, d'aller offrir des diversités de placement. D'accord. Et à des clients qui sont, faut se l'avouer, souvent ont des gros portefeuilles. Oui, souvent ils ont des gros portefeuilles, voilà, faut se l'avouer. C'est plus facile à négocier quand on arrive avec un bon capital. Est-ce qu'on achète une forêt à crédit? C'est une très bonne question, Étienne. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir des clients débarquer en disant « je fais un crédit sur 30 ans pour acheter ma forêt » Quasiment jamais. D'accord. La fois où c'est arrivé, c'est des industriels du bois. Donc pour eux, pas de souci. Oui, donc on forcément derrière la filière qui va bien. Mais non, en général, on est vraiment dans de la valeur refuge. D'accord, c'est vraiment dans le stockage. Les 2 ou 3 fois qu'on l'a fait, ça a été parce que, pour des taux d'intérêt, il n'y a pas longtemps, parce qu'ils étaient très faibles, parce que le banquier l'a conseillé, mais non, on n'a jamais de crédit. Ça, c'est assez fou, mais c'est assez fou, c'est compréhensible, parce que vu qu'on a une vraie valeur refuge, on déplace de l'argent pour le mettre en forêt. Ça. En fait, on utilise l'argent qui est volatile, qui vaut pas grand-chose sur le long terme, on s'en rend bien compte, pour le stocker dans quelque chose de tangible et en plus qui nous procure un petit peu de rendement, ce qui est quand même pas mal. Aujourd'hui, quels sont les rendements moyennes en France pour une forêt classique? Ça va dépendre, mais tu vas être à 1, 2, peut-être 3%. Ce qui est quand même bien mieux que... Ce qui est plutôt pas mal. Sur des grandes forêts qui sont des forêts de production, on peut être jusqu'à 3%, 1% pour les plus petites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'impôt sur le revenu sur les coupes de bois. D'accord? Donc ça, c'est quand même... C'est du net, c'est très intéressant. C'est pas une niche fiscale, il ne faut pas croire ça. C'est lié à... La problématique de notre secteur forestier, c'est que ce fameux industriel du bois, c'est un des seuls industriels qui va se fournir vers un particulier, qui n'a pas de besoin de couper. Je vais prendre un exemple que je ne maîtrise pas forcément, mais un acheteur de blé, il va aller vers un agriculteur qui connaît son job, parce qu'il a planté, parce qu'il l'a cultivé de manière professionnelle, et à un moment donné, il va mettre son blé sur le marché. Okay. En grande quantité. En grande quantité. Et ils sont comme ça, pleins. En forêt, le scieur, il vient vers des gens comme toi et moi, qui sont des petits particuliers ou des familles forestières qui n'ont
pas de vocation à cultiver la forêt, mais c'est juste un placement. C'est ça, ils n'ont pas mesuré, fait le cubage, le fameux cubage des arbres sur pied. Il ne sait absolument pas ce que vaut sa forêt la plupart du temps. Et du coup, lui, l'intérêt, c'est que on vient lui proposer un petit chèque en contrepartie de venir exploiter sa forêt. Exactement. Alors toujours en cohérence avec ton plan de gestion. Hein. Tu te rappelles aussi que je t'ai dit que la forêt était très morcelée. Oui. Donc très compliqué à exploiter. Ouais. Donc pas beaucoup de matières premières pour nos scieries. Très compliqué à aller chercher. Donc tout ça a fait qu'on a dit, bon, voilà, on ne peut pas fiscaliser les coupes, sinon les gens ne vont pas vouloir couper. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a de la fiscalité. Ouais. Donc il faut les inciter à mobiliser de la matière première. C'est ça. Voilà. Et faire tourner l'économie locale aussi. Exactement. Par la même. C'est vrai qu'on est dans un marché très différent. On parlait tout à l'heure du marché américain où on a et canadien, un pays que j'aime beaucoup, où on a finalement des forêts qui sont immenses avec une quantité d'arbres énorme et surtout des forêts qui sont bien, plus facilement exploitables. Bien structurées. Bien structurées. Bien structurées. Avec, et puis avec parce que c'est très important quand même, avec une industrie au cœur de la forêt. Oui. Voilà, donc tout ça, c'est plus compliqué dans des petits pays comme la France, montagneux, ruraux, mais on voit à chaque fois que lorsque l'industrie est là, lorsqu'il y a une vraie dynamique, on se porte bien. D'accord. Alors maintenant, il y a une question qui me taraude. Moi, je suis investisseur immobilier, j'adore l'or. Je pense qu'on est fait un peu du même bois parce qu'on a la même vision des choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un investisseur qui a, je ne sais pas moi, 20, 50 ou 100 000 euros à placer dans la forêt? Comment il peut s'y prendre et comment ça se passe? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, je te rejoins, on a un peu la même vision des choses sur l'investissement parce que souvent, les gens, quand ils viennent nous voir, on se rend compte que des investissements palpables, faciles, on n'en a pas beaucoup en fait. Non. Lorsqu'on a 50, 100 000 euros, tu vois, c'est pas facile à trouver. Souvent de fois, c'est un déchirement, c'est-à-dire qu'on est obligé de laisser. Moi, c'est ce que je vois. On sent que les personnes ne sont pas certaines d'aller sur le bon placement. Oui. On parle de produits très souvent. Moi, c'est un terme que j'ai envie d'éradiquer du langage de la gestion de patrimoine, parce qu'un produit, ce n'est pas un investissement ni un actif. Et effectivement, les gens sont perdus. Et je pense, un peu comme toi, que ça peut être très simple. Tout à fait, donc, exactement. Comment ça se passe concrètement? En fait, acheter une forêt, déjà, c'est un bien immobilier. D'accord. Donc, lorsqu'on achète une forêt, on la visite, elle nous plaît, etc. Mais surtout, on passe chez le notaire. On devient propriétaire avec un acte notarié qui dit, voilà, Étienne Broye est propriétaire d'une forêt, il faut qu'on en reparle, hein, oui, c'est sûr. de tant d'hectares à tel prix. Voilà, c'est quelque chose que l'on a en papier. Donc c'est plutôt simple. La même démarche que l'achat de l'appartement ou du pavillon, c'est la même chose pour la forêt. Ça, c'est la première chose. Après, l'idée, c'est, comme on le disait, comme on en parlait, c'est de savoir exactement dans quelle valeur d'investissement je me positionne. Si je cherche de la rentabilité, un taillis avec du sanglier pour chasser n'est pas du tout pour moi. Un étang, c'est pas du tout pour moi. Mais si par contre, je veux inculquer quelque chose, faire passer un message à mes enfants, et que je souhaite une belle forêt de feuillus, ou même d'origineux d'ailleurs, mais avec un étang, quelque chose, j'ai peut-être une forêt qui peut me convenir. Mais il faut absolument qu'on connaisse les besoins des gens. D'accord, donc ça va être, il y a un besoin soit d'investissement, soit un besoin émotionnel, en fait, comme tu dis, d'amener ses enfants dans un endroit où ils vont se sentir bien. Ça va être quasiment un bien de famille, parce que mine de rien, les forêts, elles se vendent pas beaucoup. Moi, ça peut être le cas dans ma famille, où il y a en fait c'est un hybride entre un terrain de loisirs, une forêt, etc. Et on voit que tout l'été, on y est en famille. Donc c'est plus que ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. Maintenant, si on va pas forcément mettre 100 000 euros pour sa retraite dans un terrain de loisirs. Donc on va plus chercher quelque chose qui va dégager un peu plus de revenus. Alors donc, ça, c'est la forêt classique. Voilà, la forêt classique. La forêt classique où on va... Alors il faut investir dans une forêt qui ne soit pas trop petite. D'accord. Okay. Il faut qu'elle puisse donner un peu de cash de temps en temps par des coupes d'éclaircies. En fait,
Je fais un petit cours de sylviculture très rapide. Nickel. Allez, en 30 secondes. Mais il faut comprendre que la forêt en Europe, elle est cultivée depuis Colbert en France. Hein. Oui. Enfin, je veux dire, on n'est plus sur de la forêt primaire. D'accord. Cette forêt, on la cultive pour des besoins de bois, de bateaux à l'origine, etc., etc. Et en fait, on va avoir des coupes d'éclaircies et des coupes d'amélioration. C'est-à-dire qu'on va donner de l'espace à nos arbres et on va enlever ceux qui peuvent être malades, des coupes sanitaires, pour pouvoir laisser les jolis pousser plus et faire des jolis arbres qui nous donneront à la fin du bois d'œuvre. Bien droit. Bien droit. En fait, tu sais comment était cultivée la forêt à l'origine? C'était le taillis sous-futé, que tu connais peut-être en Bourgogne. Je crois que tu connais un peu la Bourgogne. Par exemple, c'est un exemple, mais il n'y avait pas du taillis sous-futé en Bourgogne. Mais on avait le taillis sous les arbres de futé qui pouvaient être le hêtre ou le chêne. Ouais. Et en fait, nos anciens, ils coupaient le taillis pour faire du bois de chauffage. Ça permettait de chauffer la ferme, la maison. Ça permettait aussi de faire 2-3 sous. Aussi, au passage. C'était intéressant. Ouais. Et puis, le bois d'œuvre permettait de changer la charpente de la maison ou de payer la dot. Et on a eu une époque où il y a eu les dots. Hein. Tu vois, et cette forêt permettait ça. Ça va être toujours le même cas, mais de manière différente. C'est ça. C'est vrai que souvent de fois, on voyait qu'autant la maison était quelque chose qu'on se passait de génération en génération. On avait parfois 3 générations dans la même maison. Là, en fait, la forêt, on est un peu pareil. On est dans le même style. On va mélanger les générations. Et effectivement, à l'époque, on n'avait pas le béton, on n'avait pas tout ça. Donc, tout était dans la forêt. Quoi. Tout était dans la forêt, quasiment. Tout était en bois. Et donc, on va cultiver cette forêt. On va la récolter. Tranquillement, avec notre plan de gestion, et on va avoir des revenus liés à la forêt. Alors, quelle taille minimum? Il n'y a pas de. Je sens que ta réponse va être. Il n'y a pas que la taille qui compte. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. En gros, si j'ai une forêt, moi c'est mon cas, j'ai une forêt de moins d'1 hectare, donc je sais que tu me diras que ça n'intéresse absolument pas. Donc, bois de chauffage, à la limite, si on y va avec la tronçonneuse tout seul, ok. C'est ça. Maintenant, quelle est une taille idéale? C'est autour de... Minimum 5 hectares. 5 hectares, 5 hectares, minimum 5 hectares. Il ne faut pas oublier qu'une forêt, on peut avoir une forêt qui n'est pas forcément de qualité au départ, mais le sol est super bon. Oui. Et donc, résultat, en plantant, en faisant quelque chose de sympa, plus tard, mes enfants... C'est là où c'est fou, la forêt, c'est qu'on ne raisonne pas pour nous. On raisonne pour nos enfants. Quand on plante un chêne, effectivement, on se dit, on a de grandes chances de ne pas le voir. C'est complètement fou. Les forestiers ont un rapport au temps qui n'a rien à voir avec le reste du monde. Hein. Ce qui aide, parce que dans la gestion de patrimoine, on a cette notion-là de durabilité. Moi, je parle souvent de capital durable, et en réalité, on est pile dedans. L'or, c'est du durable. La forêt, la terre agricole. On parlait tout à l'heure de terre agricole et du fait que, en fait, on a un avantage par rapport au monde agricole, c'est que c'est beaucoup plus technique, les terres agricoles, que la forêt, quelque part. Oui, c'est plus technique, et puis on n'est pas obligé d'y être tous les jours. Encore une fois, il y a l'homme de savoir qui va venir de temps en temps, il a son plan de gestion, et voilà, il va la cultiver. C'est plutôt... Pour l'investisseur, c'est quand même sécure et assez facile. Alors, est-ce que les parts de groupement forestier, c'est une bonne idée ou pas? Alors, déjà, il ne faut pas confondre groupement forestier et groupement forestier. Ah, il y a 2 types de groupements forestiers. Il y a 2 types de groupements forestiers. Il y a le véhicule groupement forestier qui est le même que la SCI familiale. Hein, tu connais ça, tu l'as expliqué sûrement. Personnel. Exactement. Où on va pouvoir être toute la famille dans ce groupement forestier et elle va avoir tous les mêmes avantages que si j'achetais tout seul. Okay. Et puis, il y a les parts de groupement forestier d'investissement maintenant, c'est assez nouveau, le GFI. C'est un autre investissement. Les gens qui viennent nous voir sont des propriétaires terriens. Ils ont ce rapport à... C'est ça, ils ont ce rapport à la terre. Ils ont envie d'avoir cette responsabilité en détenant une part de planète. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends ça. J'ai eu du mal, moi, au départ, à comprendre qu'il y a des gens... Je veux être propriétaire terrien d'un petit bout de paradis. C'est ça, exactement. Où, en fait, je suis maître... totalement maître. Un jour, j'ai un mec qui m'a dit, vous savez pourquoi j'achète Parce qu'en fait, le téléphone ne passait pas.
Il ne passait pas. Il n'y avait pas de réseau. Et il m'a dit, vous savez pourquoi? C'était un gros chef d'entreprise. Il me dit, vous savez pourquoi j'achète la forêt? Ouais. Parce que justement, le téléphone, il ne passe pas. C'est pas bête. C'est pas bête. Ouais. C'est une petite histoire, mais qui en dit long. On achète un bout de terre. On s'arrête dans le temps parce qu'une forêt, il y a des arbres centenaires, il y a des choses dedans. Par exemple, j'adore le monde de tout ce qui est histoire. Et donc, je sais que moi, je connais pas mal de gens qui font aussi des recherches en détecteurs de métaux. Oui. Et ça, c'est un sujet quelque part qui est incroyable parce que, à titre personnel, moi, j'ai déjà trouvé des anneaux romains ou des choses comme ça, des monnaies qui n'avaient pas une grande valeur, mais des Napoléons en bronze, ça coûte zéro. Mais c'est vrai que finalement, on a sa part d'histoire. On sait qu'il s'est passé des choses dans cette forêt, on ne sait pas quoi. Et je peux comprendre. Tu vois, c'est ça la forêt. Et puis tu as le groupement forestier qui est la part, on va acheter une part de société. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une pub pour une voiture, je ne cite pas le nom de la marque, qui disait, c'était une pub et la femme disait à son mari, chérie, pendant que tu vas acheter le pain, tu m'achèteras une voiture X. Tu vois, tu vois la pub. Ouais. Et c'est la même chose. Ouais. Tiens chérie, pendant que tu iras acheter le pain, tu m'achèteras une forêt. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un peu ça. Tant mieux. Mais c'est autre chose. C'est des gens qui vont pouvoir investir dans la forêt, qui vont pouvoir, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est des citadins, pour tout un tas de raisons finalement, et ils vont pouvoir acheter des parts de groupements forestiers dans une société qui va gérer pour eux. Ça n'a rien à voir. On est sur deux mondes qui sont différents. C'est mondes différents. Après, je dirais qu'il va falloir faire attention à la liquidité des parts, parce que c'est liquide aujourd'hui. Dans les groupements forestiers. Oui, c'est liquide, oui. Ouais. C'est un peu votre SCPI, enfin je dis votre. Oui. Je suis pas un grand fan des SCPI, mais c'est un peu la SCPI, tu comprends. C'est la SCPI de la forêt, en plus simple dans le sens où, comme tu me disais tout à l'heure, c'est que quelque part, en ce moment, il y a tellement d'acheteurs pour la forêt et tellement peu de vendeurs que ces sociétés de gestion, si elles veulent vendre, elles pourront trouver un acheteur à n'importe quel moment. Oui, on est sur un marché et en plus, c'est tout l'intérêt de la forêt actuellement, c'est que l'offre ne renversera jamais la demande. Oui. Tu as vu les petits marges de manœuvre, petits marchés qu'on a. C'est ce qui fait que c'est très intéressant. C'est ce qui fait qu'il faut être patient aussi. Il faut être patient et voilà. Et en fait, on sait très bien que quand il y a une période de crise, là, on est plutôt en euphorie. Oui. Donc, on sait que quand ça se renverse, les prix sur les forêts, c'est à ce moment-là où justement il y a un gros afflux de la bourse, ça se transforme vers le tangible et là forcément ça va être d'autant plus compliqué pour toi pour trouver des forêts. Ça va être d'autant plus compliqué pour comprendre, c'est que la forêt est complètement déconnectée des marchés financiers, d'accord ? Oui. Elle est connectée par contre de par le bois d'œuvre au marché immobilier. Oui. D'accord ? C'est-à-dire que quand le marché, c'est le marché américain qui fait le marché mondial, d'accord, le marché immobilier. Dès que le bois de construction, il y a une demande, notre forêt forcément, elle prend, enfin même français d'ailleurs, on a besoin de charpente, donc notre bois de construction prend de la valeur, donc notre forêt prend de la valeur également, d'accord, parce que dans notre équation d'évaluation forestière, on a bien la valeur du bois, d'accord, tout à fait. Mais dès que l'immobilier se casse la figure, valeur refuge, c'est ça. Ça continue. On laisse pousser le bois. On laisse pousser, on ne coupe pas. Donc en fait, on a vraiment tu parlais de 4 ans, je pense que ça peut même attendre un peu plus que ça. On peut. Je pense une bonne dizaine d'années. On peut. C'est, quelque part, c'est plus quand même, ou moins 4 ans. Oui, plus ou moins 4 ans. C'est-à-dire que, quelque part, on a meilleure rentabilité quand le marché immobilier se porte bien. Et au niveau du prix de la terre, enfin de la forêt, en bois d'œuvre, finalement, c'est stabilisé. Et en fait, dès qu'il y a une crise, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'on n'a plus de débouchés pour le bois, mais par contre, la valeur de la terre reprend fortement du fait qu'il y a un ajustement. Donc finalement, c'est un bel équilibre. Ça s'équilibre, c'est un bel équilibre. Ça s'équilibre. Donc voilà un petit peu notre marché. Ouais. Et pour revenir à ta question, part de groupement ou groupement ? Vaut mieux faire un groupement. Chacun décidera, mais ça dépend du montant. Ça dépend du montant. Ouais. En plus, le part de groupement, c'est accessible alors, je ne connais pas les montants exacts les tickets d'entrée. Mais c'est de l'ordre de 50, entre 10 et 100 euros à peu près. Peut-être, tu vois. Donc, je ne connais pas les tickets d'entrée, mais voilà, on n'est pas sur le même marché. C'est sûr, donc vaut mieux, oui, c'est ça, c'est un produit. Alors, après, j'ai pas trop de soucis pour les parts de groupements forestiers.
Maintenant, c'est vrai que s'il y a le choix à prendre, effectivement, c'est toujours mieux d'être en direct. Hein. Comme on dit, il vaut mieux être souverain oui, chez soi, c'est toujours mieux. C'est Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote ou une histoire d'un acheteur récemment qui aurait acheté une forêt? La forêt, c'est assez particulier, c'est qu'on se projette dedans, mais tant qu'on n'est pas investisseur, on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter une de tes dernières transactions Alors, je ne vais pas t'en raconter une dernière, excuse-moi, je vais t'en raconter une d'il y a très longtemps. D'accord. Mais en fait, c'était au début où je commençais. Alors, c'est une, mais ça aurait pu être d'autres, et on avait un peu plus de temps peut-être aussi. Et souvent, au beau jour, on faisait des pique-niques avec les gens en forêt. C'est-à-dire que quand on faisait visiter, je le fais plus malheureusement. C'est vraiment dommage. Mais la vie est comme ça. Mais on a des gars avec nous qui le font encore et heureusement. On faisait un petit pique-nique. C'est-à-dire qu'à midi, on dépliait la table. On passait chez le charcutier le matin. On faisait saucisson, tu vois. Très bien. Et en fait, on faisait presque de la pédagogie forestière où on expliquait aux gens comment on cultivait parce qu'en fait, on a des gens qui arrivent qui connaissent rien. Il y a très peu de gens qui connaissent. D'où le Forest Time d'ailleurs, le magazine. Oui. Vraiment pour faire de la vulgarisation forestière. Et donc, on se faisait le petit pique-nique, ça pouvait durer 1 heure, peut-être même 2 fois 1 heure et demie, on prenait vraiment le temps. Et j'ai des gens que je recroise qui, 2, 3, 4 ans après, me disent « Je me rappelle du pique-nique, c'était formidable ». Et en fait, on ne parle pas de la forêt. C'est de l'émotionnel, exactement. C'est de la relation humaine, on en parlait tout à l'heure. La forêt, en fait, c'est juste une bonne, une bonne excuse pour se retrouver soit seul, soit se retrouver avec soi-même ou se retrouver avec quelqu'un qu'on apprécie. C'est vrai. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que dans ce monde où les gens sont un peu divisés, moi je peux te dire qu'en forêt, j'avais des gens qui étaient des classes populaires, si on peut appeler ça comme ça, et des très gros chefs d'entreprise. Et dans une forêt autour d'un pique-nique, c'est des gens. C'est ça. Et ça, c'est formidable. Il n'y a plus de niveau, de classe sociale. C'est fini. Voilà. Et ça, c'est une histoire. Et en fait, on a plein d'histoires comme ça. Et ça, c'est fantastique. C'est clair. Quelque part, si on fait tout ça, c'est vrai que le côté investisseur, rendement, c'est toujours un peu antagoniste avec justement du tangible, des forêts, de l'or, etc. Parce que il y a un côté vivant, émotionnel qu'on ne pourra jamais remplacer. Exactement. Moi, je suis assez souvent surpris par les croyances. Je pense que je suis content de parler avec quelqu'un qui me comprend. Mais voilà, cette croyance sur l'argent qui reste dans un compte en banque, qui ne vit pas, qui ne sert pas à grand-chose. Et moi, j'ai une petite anecdote qui est toute fraîche, elle date de 2 jours. C'est à un moment donné, mon fils à table, il me dit mais l'argent, ça sert à rien parce qu'on peut l'imprimer. Alors je pense qu'il a dû entendre une de mes conversations, je pensais pas, j'en ai pas parlé. Il est à la bonne école, lui. Voilà, je sais pas. Et c'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a un retour au concret, au réel, qui est de plus en plus fort, de plus en plus émotionnel justement, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de gens qui reviennent à la terre agricole, la forêt, l'or, l'argent physique, l'immobilier aussi. Oui. C'est une option. Mais aujourd'hui, en tout cas, je te remercie parce que tu nous as un peu ouvert ce monde très fermé de la forêt. Et j'avoue que ça fait du bien. Parce que, tu as remarqué qu'on pouvait en parler pendant des heures. C'est le problème. C'est vrai. Après, on n'a plus de batterie. Ouais, on pourra en parler pendant des heures. Ouais, on pourra en parler pendant des heures. En tout cas, je te remercie de ce temps passé ici à Angers. Tu as fait un petit crochet, donc c'est sympa de ta part. Et en tout cas, je ne sais pas vous, mais pour moi, c'était passionnant. Eh bien, écoute, à bientôt. À très bientôt. Sûrement en forêt, Étienne. À très bientôt. Au revoir, Adrien.